Radio Mali à Bamako, il est 13 heures. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, à la une de cette édition, le 64e anniversaire de la création de l'armée malienne. C'est ce 20 janvier 2025, à quelques heures donc, de cette célébration. Les préparatifs vont bon train. Hier, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, a assisté au dernier réglage de l'exercice du défilé militaire ici, à Bamako. Dans ce 13h dimanche, nous irons à Tombouctou où des ex-combattants du FLA déposent les armes. Ils ont été accueillis au niveau de la 5e, au niveau de la région militaire numéro 5 avec dignité et respect. On en saura davantage dans cette édition avec l'un de nos correspondants sur place, Idrissa Goulou Sissoko. À suivre toute l'actualité internationale dans cette édition. Et puis, l'espoir, ce sera avec Isaac Tienou qui nous parlera d'abord du football, les compétitions africaines des clubs en Ligue des Champions. Le Djeliba, déjà éliminé, a perdu sa dernière rencontre de poule hier soir en Égypte. Et en Coupe CAF, le Stade malien de Bamako, éliminé également, recevra en début de soirée Deportivo Lunda Soul d'Angola au compte de la 6e et dernière journée du groupe B. La chronique santé s'intéresse ce dimanche à la grossesse et la dengue, une infection d'origine virale chez une femme enceinte qui provoque la fausse couche dès le premier trimestre, nous dira Koumba Sissé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Le journal. L'armée malienne fête ce 20 janvier le 64e anniversaire de sa création, une célébration sobre qui sera marquée par une prise d'armes un peu partout à travers le pays. Les préparatifs vont bon train. Hier à Bamako, le ministre de la Défense et des anciens combattants, général de corps d'armée Sadio Kamara, a assisté au dernier réglage de l'exercice du défilé militaire. Le point est avec Abdul Karim Kaba. Les préparatifs du défilé pour la célébration du 64e anniversaire de la création de l'armée malienne vont bon train à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. Le constat est fait par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Le général de corps d'armée Sadio Kamara était sur place pour donner des directives afin que tout soit au point le jour J. Pour l'exercice proprement dit, le directeur du protocole de la République assure le rôle du président de la transition. Le temps de cet exercice de préparation du défilé du 20 janvier. Dépôt de gerbes de fleurs en la mémoire des disparus, salut du drapeau, la revue des troupes et le défilé peut commencer. Pour le 64e anniversaire, des surprises attendent les Maliens. Général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Nous sommes venus dérouler le dernier exercice, voir si les mouvements, la chronologie des passages sont respectés. Nous avons pu nous rendre compte que nous sommes pratiquement prêts. Il y a juste des détails à corriger. Nous avons donné des instructions allant dans ce sens. Pour la prise d'armes à la place du 34e régiment du génie militaire, le commandant des troupes, le colonel-major Mamadou Suleiman Koné et ses hommes entendent tout mettre en œuvre pour que ce défilé soit une réussite afin d'offrir à l'ensemble des Maliens une parade digne de ce nom. Et l'armée malienne qui se dote de médias radio et télé, le ministère de la Défense et des anciens combattants renforce ainsi sa direction de l'information et des relations publiques avec des moyens conséquents. Oui, la DIRPA dispose désormais de deux studios, flambant neufs au service d'une trentaine d'agents formés pour animer les plateformes numériques et la radio ainsi offerte. Ils auront la lourde tâche de lutter efficacement contre la désinformation dont l'armée est fréquemment la cible sur les réseaux sociaux. Famoussa Sidibé a suivi la cérémonie.
La Grande Muette retrouve sa voix au gré des événements. Longtemps diffamé, parfois pris à partie, le clairon retentira désormais en ondes et sur les réseaux sociaux. Justement, dans ce saut inédit de l'armée malienne dans le monde médiatique, le ministre de la Défense a mis les petits plats dans les grands. 2 studios ultramodernes, télé et radio, au service des populations. Aboubakar Abdoulwahid Maïga, directeur général de l'École supérieure de journalisme du Mali. Seule l'armée peut contrôler son information, peut contrôler aussi ses canaux d'information et puis sa communication. Aujourd'hui, la DIRPA est obligée de se plier à cet exercice hebdomadaire de conférences de presse. Mais avec ces nouveaux médias-là, moi je pense qu'ils peuvent diffuser à n'importe quel moment les informations à temps plein et à chaud aussi. Gaussou Koulibaly, président de la HAC. S'il y a des voix au sein de l'armée spécialisées dans la communication qui parlent de ce que l'armée fait au quotidien, je pense que ça ne peut que équilibrer l'information. Et nous, au niveau de la HAC, on ne peut que s'en réjouir. Fréquemment sollicité par les chaînes étrangères pour parler du Mali, lorsque l'armée se trouve au cœur du débat, certains ambassadeurs accueillent les médias Fama avec énormément d'engouement. Cheikh Tidiane Seck, artiste musicien. La guerre des médias, quand la crise a commencé en 2012, chaque fois que je voyais des gens venir dire « Ah ouais, nous on est des Touaregs, on est opprimés, des trucs comme ça », et je demandais une contre-vérité, on me produisait sur TV5 ou France 24 pour démentir et dire que non, nous sommes un et indivisibles. Je défendais ma nation comme ça. Pour le ministre de la Défense et des anciens combattants, l'armée malienne maintient le cap de la défense nationale sur tous les fronts. Général de corps d'armée Sadio Kamara. Doter les forces armées maliennes de radio et de web TV né de la volonté des plus hautes autorités. A commencer par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, de renforcer la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et de garantir auprès de l'opinion nationale et internationale la diffusion d'informations claires. Le ton est donc donné. La Grande Muette sera en ondes et sur la toile en temps utile pour démêler le vrai du faux. À Tombouctou, des ex-combattants dits du FLA déposent les armes. Ils ont été accueillis au niveau de la région militaire numéro 5 avec dignité et respect. Ces désormais ex-combattants se réjouissent de l'accueil et donnent l'assurance qu'ils s'inscrivent dans le processus de paix et de développement du pays et invitent les autres à rejoindre la République. On en sait davantage avec Idrissa Goulou Sissoko. Ils sont 8 combattants du Front de libération de l'Azawad qui se rendent avec armes et bagages aux autorités militaires de la 5e région. Ils étaient équipés d'un véhicule avec un 12-7, un PKM, 5 PM et plusieurs munitions. Ces désormais ex-combattants entendent s'insérer dans le processus de paix et de développement du pays. Saddam Ould Abdraman, ex-combattant. Nous sommes retournés à la République pour notre dignité et celle de nos familles. Nous sommes là à cause du respect de l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Et nous sommes revenus en toute sincérité. Au cours de ces différentes patrouilles dans le cadre de la sécurisation du secteur 3 de l'opération Maliko, un jeune de 18 ans a été arrêté en possession d'un talkie-walkie qui lui servait à donner des informations aux groupes armés terroristes sur les mouvements de l'armée. Après plusieurs jours de détention, il a été libéré et remis à ses parents. Il s'engage à s'éloigner des groupes armés terroristes. Abdraman Ag Mohamed, ex-détenu. J'ai été arrêté dans un petit village appelé Marache dans la zone de l'Éré. Depuis que les femmes m'ont arrêté en possession d'un talki, je suis bien traité ici. Rien de mal ne m'est arrivé. Le message que je lance aux jeunes, c'est de cesser de suivre ces groupes armés terroristes. Une autre dame et son père ont été arrêtés en possession d'armes de guerre et de moyens de communication. Arokiatou Walet Moueha, ex-détenu. Le message que j'ai à lancer aux gens qui sont dans la même situation que nous, c'est de revenir vers nos autorités, de les aider pour que la paix et la stabilité puissent régner. Cette reddition et différentes actions survenues dans le secteur de l'opération Maliko prouvent à suffisance que le travail des hommes sur le terrain est en train de porter fruit. Colonel Seydou Bassirou Nyangado, commandant de la zone militaire numéro 5, chef du secteur 3 de l'opération Maliko. Par rapport à cette action, c'est une initiative salutaire qui est encouragée au plus haut niveau par les plus hautes autorités.
c'est aussi le résultat des efforts déployés par les autorités politiques et militaires. Ce qui nous a amené à ce résultat dont nous pouvons nous féliciter des efforts déployés tout en restant prudents. Nous devons continuer à nous battre pour que nous ayons un lendemain meilleur par rapport à cette lutte-là. Ces actions sont une invite aux autres combattants qui désirent rejoindre la République. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Alouk Koulibaly pour l'ORTM. Rideau sur les travaux techniques d'élaboration du nouveau plan d'action gouvernemental. Pendant une semaine, les secrétaires généraux des départements ministériels, les directeurs des cellules de planification et statistiques ainsi que les chefs de cellules de la primature ont pris en compte les préoccupations évoquées dans la lettre de cadrage adressée au chef du gouvernement par le président de la transition générale d'armée, Assimi Goïta. Le point avec Mamari Koné. C'est le 20 décembre 2024 qu'a été donné le ton de l'élaboration du plan d'action global et des plans d'action sectoriels du gouvernement de transition. Des outils ont été ainsi transmis au département ministériel pour leur élaboration et cela conformément au chronogramme présenté en Conseil des ministres le 18 décembre dernier. Le plan d'action gouvernemental prend en compte les préoccupations majeures des citoyens. Ramatou Diara, conseillère technique et chef du bureau opérationnel de suivi à la primature. C'est à la suite du remaniement ministériel intervenu le 21 novembre 2024 que le président de la transition, chef de l'État, a instruit au chef du gouvernement l'élaboration d'un nouveau plan d'action bâti sur 8 priorités, à savoir la défense et la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, l'amélioration de la couverture sanitaire du pays, l'amélioration du système éducatif, l'apaisement du climat social, la diplomatie et les élections crédibles, transparentes et le plan est en adéquation complète avec les priorités définies par l'ensemble des couches vives de la nation. C'est un processus participatif qui a regroupé pendant une semaine les secrétaires généraux des départements ministériels, les directeurs des cellules de planification et des statistiques, ainsi que les chefs de cellules de la primature. Youssouf Sanogo, représentant du directeur de cabinet de la primature. Ce nouveau plan est consacré par l'article 80 de la Constitution du 22 juillet 2023 est conforme aux directives de la charte et de la feuille de route de la transition adopté en septembre 2020. Il constitue un outil stratégique de pilotage élaboré, mis en œuvre et suivi dans une étroite collaboration entre le cabinet du Premier ministre et les départements ministériels. Dans les semaines à venir, le plan sera soumis au Conseil des cabinets pour validation, ensuite au Conseil des ministres pour approbation et enfin au Conseil national de transition pour examen. Nous ouvrons la page internationale de ce 13h dimanche avec d'abord en République démocratique du Congo où le président Félix Tshisekedi était hier face aux ambassadeurs accrédités à Kinshasa à l'occasion de la présentation des vœux. Lassine Keita, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors c'est une adresse pas comme les autres, avec une demande particulière du chef de l'État congolais aux pays occidentaux. C'est le grand oral du président congolais Félix Tshisekedi face aux ambassadeurs accrédités à Kinshasa. Au-delà des communiqués, le chef de l'État a demandé cette fois-ci avec insistance aux pays occidentaux des sanctions ciblées contre le Rwanda qui soutient selon lui le groupe armé du M23 qui contrôle une partie de la province du Nord Kivu. À en croire Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo ne demande pas de l'aide. Elle exige une solidarité juste et équitable fondée sur le respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de ses droits fondamentaux. Ce soutien n'est pas une faveur. La communauté internationale doit maintenant transformer ses déclarations en actions tangibles, dissuasives. Devant le corps diplomatique, le président Tshisekedi n'a pas manqué d'évoquer une autre question importante au Congo. C'est la peine de mort. Il a apaisé les esprits en rappelant qu'aucune exécution n'a été faite à la suite d'une condamnation à mort. La levée du moratoire avait pour but de décourager la trahison au sein de l'armée et le terrorisme, a indiqué Félix Tshisekedi. Ibrahima Traoré, après cette adresse du président congolais, il reste à savoir si les positions des diplomates occidentaux vont évoluer pour une paix définitive.
en RDC. Merci beaucoup Lassina Keita. Je me tourne vers vous, Bourama Traoré. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Avec vous donc les brèves internationales. D'abord la Banque mondiale qui prévoit une croissance en Afrique en 2025 selon un rapport publié jeudi. Oui, l'Afrique subsaharienne connaît une accélération de sa croissance qui passe de 2,9% en 2023 à 3,2% en 2024. Ce qui ressort de ce rapport des prévisions de la Banque mondiale sur l'économie. Plusieurs indicateurs économiques sont au vert sur fond de reflux d'inflation et d'assouplissement des conditions financières, note le rapport. Au Nigeria, c'est une nouvelle hécatombe qui implique encore un camion-citerne. Au moins 70 personnes sont mortes hier dans l'explosion d'un poids lourd transportant du carburant entre la ville de Kaduna et la capitale fédérale Abuja. Le contenu de la cuve s'est déversé sur le sol, c'est en voulant transférer l'essence dans un autre camion-citerne que le liquide est entré en contact avec un groupe électrogène. Le carburant a immédiatement pris feu et provoqué l'explosion du véhicule accidenté, emportant avec lui les camions de secours et des dizaines de personnes qui s'étaient précipitées sur le précieux liquide répandu au sol afin d'en récupérer le plus possible. Le Soudan dans l'actualité avec le général Abdel Fattah al-Burhan qui achève une tournée ouest-africaine qui l'a conduit au Mali, en Guinée, en Sierra Leone, au Sénégal et en Mauritanie. Il s'agit de sa première visite dans ces pays d'Afrique de l'Ouest depuis le début de la guerre civile entre l'armée régulière et les paramilitaires. À moins d'un mois du sommet de l'Union africaine, cette tournée du général al-Burhan est perçue comme une tentative d'obtenir des soutiens pour une réintégration du Soudan à l'organisation. Au cours de cette tournée, le général al-Burhan a dénoncé les soutiens extérieurs dont bénéficient les paramilitaires du général Hemeti. Il vise notamment les Émirats arabes unis, accusés de fournir des armes aux forces de soutien rapide, et le Tchad où transiteraient ces armes, c'est que demande N'Djamena. Le Soudan du Sud voisin avec le gouvernement qui en sort un couvre-feu national de la tombée de la nuit jusqu'à l'aube. Une décision qui fait suite à une série de violences contre des commerces gérés par des ressortissants soudanais. À Djouba, la capitale, plusieurs magasins ont été pillés. Le président Salva Kiir a réitéré jeudi son appel au calme. Les forces de sécurité ont mis à l'abri 600 personnes au sein du quartier général de l'armée. Et non loin de là, le Kenya a annoncé hier l'envoi d'un nouveau contingent de 217 policiers pour une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Cette nouvelle troupe rejoint les 400 policiers kenyans déjà présents sur le sol haïtien. Leur objectif est d'aider les forces de l'ordre du pays à lutter contre les gangs armés. Des gangs qui contrôlent 85% de la capitale selon l'ONU qui précise que plus de 5000 personnes sont tombées sous leurs balles en 2024. Aux États-Unis, Donald Trump prête serment demain 20 janvier pour devenir le 47e président américain. Il a promis de se mettre au travail dès le premier jour de sa prise de fonction. Parmi ses priorités, la sécurité. Le président Trump veut serrer la vis migratoire en lançant la plus grande expulsion des clandestins de l'histoire des États-Unis. Au plan économique, il est plaidé pour une réduction de l'impôt sur les sociétés de 35% à 20%, voire 10%, la détaxation des pourboires ainsi que des larges crédits d'impôt aux industriels. Restons aux États-Unis où TikTok est inaccessible dans le pays à partir de ce dimanche. L'application a été retirée des magasins d'applications d'Apple et de Google après l'adoption d'une loi obligeant les propriétaires de TikTok à vendre la plateforme ou à faire face à une interdiction. Cette loi a été votée par le Congrès en avril 2024 en raison des préoccupations liées à la sécurité nationale. TikTok a indiqué hier que Donald Trump, une fois investi, travaillerait à une solution pour rétablir l'application. Un report de 90 jours pourrait être annoncé selon Trump qui avait déjà tenté d'interdire TikTok durant son premier mandat. Merci beaucoup Bourama Traoré pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Une actualité internationale que nous bouclons avec la guerre au Proche-Orient. C'est le feu a enfin été instauré à Gaza. Bien que son entrée en vigueur ait été retardée de près de 3 heures, le Hamas a rendu publique la liste des premiers otages qui seront libérés, tandis qu'Israël a confirmé ce dimanche le début officiel de ce cessez-le-feu avec le mouvement palestinien. Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour, Ibn Traoré. Vous suivez ce dossier pour 13h dimanche. Alors, pouvez-vous nous éclairer sur les termes de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas? Oui, il convient tout d'abord de signaler que cet accord a été possible grâce à l'intervention des médiateurs du Qatar, des États-Unis et de l'Égypte. Ces protocoles visent à mettre un terme à la guerre qui a éclaté suite à l'attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, il s'agit d'un cessez-le-feu
cessez-le-feu provisoire, ce qui permet à Israël de maintenir la possibilité de poursuivre ses opérations militaires si cela s'avère nécessaire. Dans le cadre de cet accord, les hostilités cesseront et au cours de la première phase de 6 semaines, 33 otages israéliens seront libérés en échange de 737 prisonniers palestiniens. Les autorités égyptiennes ont même évoqué la libération possible de plus de 1890 prisonniers. Pour faciliter cette opération, 3 points d'accueil pour les otages ont été mis en place à la frontière entre Israël et Gaza. Parmi les otages identifiés, 2 franco-israéliens sont évoqués et leur libération est attendue avec un grand soulagement par leurs familles. De plus, Israël a désigné 95 Palestiniens à libérer, principalement des femmes et des mineurs, dans un geste destiné à renforcer la confiance entre les parties. L'accord prévoit également un retrait israélien des zones peuplées de Gaza autoriser l'entrée de 600 camions d'aide par jour afin de répondre à l'urgent besoin humanitaire sur le terrain. Les phases ultérieures de l'accord aborderont la libération des derniers otages restants ainsi que les efforts de reconstruction de Gaza qui a lourdement souffert des conflits. Ibrahim. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Mohamed Sangaré. L'actualité des sports dans quelques instants. Du football, compétitions africaines des clubs en Ligue des Champions. Le Djoliba, déjà éliminé, a perdu sa dernière rencontre de poule hier soir en Égypte. Et puis en Coupe CAF, le stade malien de Bamako recevra en début de soirée Deportivo Lunda Sul d'Angola au compte de la 6e et dernière journée du groupe B. Les Blancs de Bamako sont déjà éliminés. Et puis l'Open d'escrime de Koutiala 2025 a une fois de plus mis en lumière le talent et la détermination des escrimineurs maliens. La Ligue de Bamako s'est illustrée en raflant tous les trophées, signifiant ainsi sa domination sur l'escrime nationale. Voyons tout cela avec Isaac Tienou. On commence par le football. Coupe de la CAF. Le Stade malien de Bamako recevra en début de soirée Deportivo Lunda Sul d'Angola au compte de la 6e et dernière journée de groupe. Le Stade malien de Bamako veut tout donner pour terminer cette phase en beauté et faire plaisir au public sportif. Dada Kone a assisté à l'un des derniers entraînements de l'équipe. Stade malien de Bamako, Deportivo Lunda Sul d'Angola se présente comme un match gala avec un enjeu pas comme les autres. Les Blancs de Bamako, dirigés par Mamoudou Kane, corrigent les défaillances du groupe. Des exercices devant les buts dans lesquels les défenseurs empêchent les attaquants de faire trembler les filets. Toutes choses qui leur seront utiles lors de ce match sans enjeu majeur. Mamoudou Kane, entraîneur du Stade malien de Bamako. C'est ce match qui est le plus important aujourd'hui. Après tous ces matchs-là, comme on est éliminé, par votre micro, j'ai dit qu'on a échoué parce qu'on n'a pas atteint ce qu'on voulait. Donc on a échoué. Mais aujourd'hui, le match qui va se jouer le dimanche, il faut que les joueurs eux-mêmes aient les ressources. Ça, ce n'est pas les coachs, ça, ce n'est pas les responsables, ce n'est pas les supporters. Pour se dire qu'aujourd'hui, ce match, il nous faut gagner pour avoir cette 3e place. Ce match pourrait offrir un spectacle agréable même si les deux équipes sont déjà hors course pour le prochain tour. Cette rencontre du groupe B est prévue pour ce dimanche à 19h au stade du 26 mars de Irimadjo. En Ligue des Champions, hier, le Djoliba a lourdement chuté en Égypte face à Pyramide FC 6-0. L'histoire retiendra que le Djoliba n'a pas réussi à marquer le moindre but lors de sa première participation dans la phase de poule de la Ligue des Champions et encore moins une victoire. Open d'escrime de Koutiala 2025, la Ligue de Bamako à l'honneur. L'Open d'escrime de Koutiala 2025 a une fois de plus mis en lumière le talent et la détermination des escrimeurs maliens. La Ligue de Bamako s'est illustrée en raflant tous les trophées signifiant ainsi sa domination sur l'escrime national. Suivant le compte rendu de notre envoyé spécial, Famour Durté. La Ligue de Bamako a dominé la 7e édition de l'Open épée en escrime à Koutiala. La finale féminine a vu s'affronter 2 athlètes d'exception. Alima Dambélé de Bamako, plusieurs fois vainqueur de la Coupe du Mali, la grande favorite de la compétition, et Aminata Diarra de Koutiala, elle-même plusieurs fois finaliste. L'opposition de ces 2 prodiges a promis un combat acharné et celle-ci a répondu aux attentes. Après un affrontement intense, Alima Dambélé s'est imposée, réalisant 15 touches contre 12. Ce résultat témoigne non seulement de son expérience, mais aussi de sa capacité à gérer la pression lors de
des moments décisifs. Alima continue ainsi à écrire sa légende dans l'escrime malienne. Du côté des hommes, on a assisté à une finale inédite entre Souleymane Djiré de Bamako et Sungalo Koulibaly de Koutiala. Bien que ni l'un ni l'autre n'ait encore remporté de titre dans ce tournoi, l'issue de leur confrontation a été palpitante. Souleymane Djiré a fait preuve de résilience et d'habileté, remportant la rencontre avec un score de 6 touches à 4 après 3 rounds de 3 minutes chacun. Ce succès est le fruit d'un parcours déjà prometteur puisqu'il avait atteint les demi-finales lors de l'édition précédente. Souleymane Djiré, champion de l'Open EP 2025 de Koutiala. J'ai un sentiment de joie et de reconnaissance envers mes maîtres qui m'ont formé jusqu'à aujourd'hui parce que toute formation commence par une base. Quand je suis appelé champion aujourd'hui, c'est à travers ce que mes maîtres m'ont fourni comme leçon. Donc je les remercie beaucoup. Les troisièmes ex-aequo, les deuxièmes et les champions ont été tous récompensés. L'Open de Koutiala a également veillé à reconnaître l'effort de tous les participants, soulignant l'importance de la compétition et l'encouragement à persévérer pour les futures éditions. Abdelouahab Zoromé, président de la Fédération malienne d'escrime. Ça s'est très bien passé, même si Bamako a raflé la mise, Koutiala n'a pas démérité. Ce que moi je retiens, c'est le substrat de tout ça. Le côté sportif, tout ce qui a été mis en place et je vois qu'il y a de l'engouement et il y a aussi une certaine progression de point de vue technique au niveau de l'escrime. Et alors je me satisfais absolument de ce qui s'est passé, mais toujours est-il qu'il faut absolument continuer à travailler pour améliorer. L'Open EP 2025 de Koutiala a été rehaussé par des démonstrations d'autres disciplines sportives telles que le bras de fer sportif, le kung-fu et le basketball. Ces activités ont permis de diversifier le programme et d'attirer un public varié, témoignant de l'engouement pour le sport à Koutiala et au-delà. Koutiala, Famourou Djourté pour l'ORTM. On termine par du handball pour dire que la Coupe du monde de handball se poursuit. Cet après-midi, 2 pays africains sont à l'honneur. La Guinée-Conakry jouera contre Macédoine du Nord et l'Égypte accueillera la Croatie. Focus santé. La chronique santé s'intéresse ce dimanche à la grossesse et la dengue. Cette infection d'origine virale chez une femme enceinte provoque notamment la fausse couche dès le premier trimestre, le décès du fœtus ou encore l'accouchement prématuré et même le saignement. Plus de détails sur cette infection chez la femme enceinte dans ce numéro de Focus Santé signé Koumba Sissé. La dengue est une maladie transmise à l'homme à travers la piqûre des moustiques Aedes. Dès la contamination, ces symptômes persistent pendant plusieurs jours. Drissa Kariba Konaté, gynécologue. Les symptômes de la dengue sont une très forte fièvre, des maux de tête très intenses, des nausées, souvent même des vomissements, des courbatures et souvent des saignements. Cette infection d'origine virale agit négativement sur la santé de la femme enceinte et de son futur bébé car les deux sujets sont visés par des complications. Chez la femme enceinte, la dengue peut causer d'autres problèmes comme des fausses couches au premier trimestre, des morts fœtales in utero, des accouchements prématurés, des naissances de bébés de petits pois. En cas de dengue, nous avons généralement une chute de taux de plaquettes, ce qui favorise une hémorragie de la délivrance. C'est-à-dire après l'accouchement, les femmes se mettent à saigner. La dengue et le paludisme sont deux maladies qui ont presque les mêmes signes cliniques. Ce qu'il faut retenir, la première est virale et la seconde est une infection parasitaire. Drissa Kariba Konati. La forte fièvre, on rencontre et en cas de dengue et en cas de paludisme. Également les courbatures, les nausées, vomissements. On rencontre tout ça dans les deux cas. Le seul moyen de différencier les deux diagnostics, c'est vraiment les examens biologiques. Donc on fait un test biologique à la dengue et le test, la goutte épaisse, pour voir si la personne souffre d'un palu ou de la dengue. La dengue n'a pas de traitement approprié. Le médecin ne soigne que les symptômes de la maladie. L'adoption des mesures de prévention joue également un grand rôle dans la diminution de la chaîne de transmission. Drissa Kariba Konaté, gynécologue. Le traitement va seulement concerner la prise en charge des symptômes de la dengue. Il s'agit généralement de paracétamol en perfusion pour atténuer les douleurs, les céphalées et puis les courbatures. Mais par contre, on va beaucoup éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est-à-dire comme les Brufen, parce que les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent augmenter, peuvent accroître le risque d'hémorragie. À la suite des hémorragies, il peut y avoir une chute de la tension qui va provoquer un choc et une perte de connaissance.
C'est la raison pour laquelle, dans les cas sévères de dengue, on préfère les hospitaliser pour mieux les surveiller. Pour éviter tout ça, le traitement est d'abord préventif. C'est d'éviter les stagnations d'eau qui vont favoriser la prolifération des virus. Donc on appelle ça la lutte antivectorielle. Également, demander à la femme enceinte de se protéger, de porter des habits qui protègent et également de se coucher sous moustiquaire. En cas de maux de tête, de courbatures, de nausées ou de saignements qui persistent pendant des jours, la femme enceinte doit se faire consulter pour éviter des complications qui peuvent arriver pendant la grossesse ou après l'accouchement. Focus Santé. 13h et presque 30 minutes sur nos antennes. Ainsi s'achève ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la mise en onde Bintou Traoré, à la mise en ligne Achek Abdelaziz, Mohamed Koulibaly, Amadi Soum. À la réalisation, Lassina Keita qui sera là juste après moi pour la rétrospective de l'actualité de la semaine. À la coordination éditoriale, Bourama Traoré. Retrouvez les infos tout à l'heure à 19h30 pour la grande édition du soir. D'ici là, passez de très bons moments de radio en notre compagnie. Bel après-midi dominical à toutes et à tous. Au revoir.